Je vais vous dire quelque chose que j'ai mis près de 12 ans à comprendre vraiment. Quelque chose que la plupart des femmes de mon âge n'osent pas formuler à voix haute, même dans l'intimité de leurs pensées les plus solitaires, parce que le formuler ressemble à une trahison envers leurs enfants, envers leur mariage, envers l'image qu'elles ont construite de leur propre vie. J'ai 79 ans. J'ai survécu à un veuvage que je n'avais pas préparé, à une amitié de 30 ans qui s'est dissoute comme du sel dans l'eau chaude, et à une quantité de certitude sur le vieillissement que je croyais gravée dans du marbre et qui s'avérait taillée dans du plâtre. La certitude qui m'a fait le plus de mal, celle que j'ai abandonnée en dernier, celle qui a creusé les ornières les plus profondes avant que je consente enfin à la lâcher, était la conviction que ma famille serait là, vraiment là, quand le moment viendrait. Pas là comme elle est là. Pas les appels du dimanche soir qui durent 7 minutes avant que quelqu'un évoque une urgence vague. Pas les messages envoyés le jour de mon anniversaire à 22 heures parce que le fuseau horaire, ou l'oubli, ou les deux. Pas les visites de fin d'année où tout le monde sourit avec une légère tension autour des mâchoires et où personne ne dit ce que tout le monde pense, c'est-à-dire que je vieillis, que ça accélère et que personne n'a de plan. Je veux dire là d'une manière profonde, structurelle, continue. Un filet tissé depuis des décennies avec le fil de la naissance et de la dépendance et des sacrifices consentis. Ce filet n'existait pas, ou plutôt, il existait, mais ses mailles étaient si larges qu'on pouvait y tomber entière et ne toucher aucun nœud. Ce qui m'a rattrapée, ce n'était pas ma famille. C'étaient 5 principes que j'ai découverts à tâtons dans l'obscurité, l'un après l'autre, chacun se présentant d'abord comme une perte avant que je comprenne que c'était une leçon. Je voudrais vous les offrir plus directement qu'ils ne me sont venus. Je voudrais vous épargner, si c'est encore possible, les années que j'ai perdues à les apprendre à la dure. Premier principe, éteindre la comptabilité intérieure. Mon mari Théobald est mort un mardi de novembre dans un hôpital qui sentait le désinfectant et le café brûlé, après une maladie qui avait duré 18 mois et qui nous avait tous épuisés d'une façon différente. Nous avions été mariés 39 ans. Pas un mariage parfait, il n'en existe pas, mais un mariage véritable, construit pierre par pierre, avec ses caves humides et ses fenêtres qui laissent entrer la lumière au bon moment. Nos 3 enfants ont répondu comme les enfants répondent. Ils sont arrivés, ils ont organisé les obsèques, trié les papiers, passé les premières semaines à tourner autour de moi comme des satellites légèrement anxieux. Mon fils aîné Gaspard a pris les choses en main avec l'efficacité un peu rigide de ceux qui gèrent leur chagrin par l'action. Ma fille Méliande a pleuré plus ouvertement que je ne l'aurais imaginé. Mon cadet Féroce, ce prénom que j'avais choisi dans un dictionnaire de noms médiévaux et qui lui avait valu une enfance compliquée, est resté plus silencieux, mais présent d'une façon dense et solide. Puis la vie ordinaire a repris ses droits, comme elle le fait toujours, avec une indifférence que j'ai d'abord vécue comme une trahison. Gaspard dirige une entreprise à l'autre bout du pays. Méliande a 2 enfants en bas âge et un 3e en route cette année-là. Féroce traversait lui-même une séparation douloureuse dont il ne me disait pas grand-chose parce qu'il ne voulait pas m'alourdir. Les appels s'espaçaient. Les visites devenaient rares. Et moi, dans la maison vidée de Théobald, j'avais commencé à tenir un registre mental que je n'avais pas conscience d'ouvrir. 39 ans de repas préparés, de nuits sans sommeil, de bulletins scolaires anxieusement attendus, de loyers payés pendant les études, de disputes surmontées,
de maladies soignées, d'argent donné sans compter et parfois difficilement. Tout cela s'inscrivait dans une comptabilité souterraine que je maintenais sans le vouloir, et je mesurais chaque silence contre une dette que mes enfants ne savaient pas qu'ils avaient contractée. Cette comptabilité me rendait malade. Pas l'absence elle-même, les absences, je pouvais les comprendre. Mais le fait de compter, le fait de surveiller, le fait d'attendre une réparation qui ne pouvait pas venir parce que la dette n'avait jamais été réelle. Le premier principe est celui-ci. Fermez les livres, brûlez-les si vous le pouvez. Ce que vous avez donné à vos enfants n'était pas un prêt, ce n'était pas un placement dont vous attendiez des dividendes. L'amour que vous avez versé dans ces années appartient au passé, il est complet en lui-même, achevé. Il ne constitue pas une ardoise que quelqu'un porte encore. Le jour où vous lâchez l'idée qu'on vous doit quelque chose à la mesure de ce que vous avez offert, vous cessez de peser chaque geste contre un chiffre impossible et vous devenez libre. Libre de l'aigreur, libre du calcul, libre de recevoir simplement ce qu'il donne vraiment, qui est souvent plus généreux que vous ne le croyez quand vous arrêtez de le comparer à un idéal qu'ils ne peuvent pas atteindre. Il m'a fallu des années pour fermer ce registre. J'aurais voulu des semaines. L'abandonner n'a pas diminué mon amour pour mes enfants, il l'a rendu plus propre, moins encombré par le ressentiment qui s'y était développé en silence, comme de l'humidité dans les murs. Deuxième principe, redevenir soi-même, pas seulement un rôle. Pendant 39 ans, j'avais été l'épouse de Théobald. Pendant 36 ans, j'avais été la mère de Gaspard, de Méliande et de Féroce. Ce n'étaient pas des identités légères, pas des habits endossés provisoirement. C'était l'architecture de tout ce que je croyais être. La totalité de ma valeur à mes propres yeux transitait par ces deux fonctions avant d'être enregistrée comme réelle. Quand Théobald est parti et que mes enfants ont pleinement investi leurs vies indépendantes, ces deux fonctions se sont évaporées d'une façon qui m'a laissée dans quelque chose qui ressemblait à une pièce vide, ni meubles, ni cartes, ni fenêtres. J'ai tenté de compenser en dilatant ce qui restait du rôle maternel. J'appelais avec des conseils non sollicités. J'envoyais des articles que j'avais lus et qui me semblaient utiles pour leur situation. Un soir, sans prévenir, j'ai conduit 40 minutes jusqu'à chez Méliande, parce que j'avais préparé une tarte que je voulais lui apporter, et parce que j'avais besoin, je crois, de me sentir nécessaire. Elle a été douce. Méliande est presque toujours douce. Mais j'ai vu passer sur son visage quelque chose que j'ai reconnu de l'intérieur. L'effort poli de recevoir ce qu'on n'avait pas demandé, le léger ajustement requis pour intégrer une intrusion imprévue dans un après-midi soigneusement organisé. Elle n'a pas été froide, elle a été patiente, et cette patience était plus cruelle que la froideur aurait pu l'être, parce qu'elle m'a dit la vérité. Je n'étais pas nécessaire. J'étais tolérée. Le deuxième principe est celui dont notre culture ne parle presque jamais ouvertement, parce qu'il ressemble à de l'égoïsme, et les femmes de ma génération ont été formées contre l'égoïsme avant même d'en avoir une définition précise. Vous devez redevenir une personne, pas seulement une fonction. J'ai commencé à le faire lentement et maladroitement. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle dans une association de quartier parce que la brochure traînait sur ma table de cuisine et que je ne trouvais pas de raison valable de refuser. J'étais médiocre. Mes paysages ressemblaient à des accidents météorologiques. Je suis revenue chaque semaine pendant 5 mois. Je ne suis pas devenue bonne en aquarelle, mais je suis devenue quelqu'un qui allait quelque part le mercredi après-midi pour une raison qui ne concernait aucun membre de ma famille. J'ai commencé à tenir un journal, pas un relevé d'événements, mais une exploration sérieuse de questions que je n'avais jamais pensé à me poser.
Qu'est-ce que je trouvais beau, moi, indépendamment de ce que Théobald trouvait beau? Qu'est-ce qui me faisait rire seule? Qu'est-ce que je croyais vraiment, en dehors de ce qu'une bonne épouse et une bonne mère étaient censées croire? Les réponses qui ont émergé m'ont surprise. J'avais des opinions très précises sur la typographie que je n'avais jamais exprimées parce que ça semblait ésotérique. J'avais un intérêt profond et sincère pour l'histoire de la navigation astronomique que j'avais toujours reléguée au rang des curiosités trop marginales pour être mentionnées. J'avais une façon de marcher en ville, lentement, en levant les yeux vers les façades des immeubles que Théobald trouvait inefficace et que j'avais progressivement abandonnée. Ces découvertes étaient minuscules. Elles me semblaient au début presque risibles de petitesse, mais elles étaient miennes, et le travail de les accumuler, cette archéologie patiente qui consistait à retrouver Clémentine sous l'épaisseur des rôles qui la recouvraient, était le travail le plus important de ces années d'après. Troisième principe, reconnaître honnêtement ce qu'on ne peut plus faire. Celui-là est arrivé sans prévenir et sans ménagement. Mon fils féroce m'a appelé depuis sa ville, à plusieurs centaines de kilomètres. Il traversait une crise professionnelle grave, le genre de situation qui ne demande ni information ni solution, mais simplement la présence soutenue de quelqu'un qui vous aime. Il avait besoin, en d'autres termes, de ce que j'avais toujours su offrir. Sauf que j'avais 72 ans, que je vivais seule depuis 4 ans, et que je sortais à peine d'un hiver difficile, marqué par des problèmes cardiaques, que mon médecin prenait au sérieux, même quand moi, je faisais semblant de ne pas les prendre. Prendre un avion représentait un effort réel. Être disponible 24 heures sur 24 dans la façon dont je l'avais été quand il avait 20 ans, cette disponibilité totale, sans faille, qui ne laissait rien de côté, n'était plus ce que j'avais à offrir. Je lui ai dit que je l'aimais. Nous avons parlé pendant 2 heures. Quand j'ai raccroché, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai pleuré. Pas pour ces difficultés, qui étaient réelles mais surmontables, mais pour ce deuil particulier qui consiste à comprendre qu'on n'est plus ce qu'on était. Que le rôle de celle qui répare les choses, de celle qui arrive et qui change tout par sa seule présence, avait expiré discrètement, sans cérémonie, sans que je l'aie vu partir. Le troisième principe repose sur l'honnêteté avec soi-même et avec ceux qui vous aiment. Vous avez de vraies limites désormais, et faire semblant du contraire ne protège personne. Ce n'est pas une capitulation, c'est un autre type de courage, celui qui consiste à dire clairement et sans s'en excuser, voilà ce que je peux offrir et voilà ce que je ne peux plus. Quand j'ai commencé à avoir ces conversations avec mes enfants, pas comme des annonces dramatiques, pas comme des bulletins de déclin, mais comme des recalibrations honnêtes de ce qu'ils pouvaient attendre de moi, quelque chose a changé dans nos relations. Le mensonge doux s'est dissous. J'ai cessé de jouer une version de moi-même que je n'habitais plus vraiment. Ils ont cessé de marcher sur des œufs autour de ce qui était évident. Nous pouvions enfin nous rencontrer dans le présent réel plutôt que dans la mythologie de qui j'avais été. Il y a une liberté particulière qui vient du moment où l'on cesse de maintenir la performance d'un moi qu'on a dépassé. Je ne m'attendais pas à ce que cette liberté ressemble à un soulagement. C'en était un. Quatrième principe. Apprendre à vivre avec soi-même sans en souffrir. Je n'avais jamais vraiment été seule. Pas une seule fois en 79 ans, pas pour une durée significative. Une enfance dans une maison bruyante et chaleureuse, des études en colocation, le mariage à 26 ans, 39 ans dans une maison qui n'avait jamais été silencieuse, jamais vide, toujours traversée par le bruit et le mouvement et le besoin des autres. Après la mort de Théobald, le silence a investi ma maison comme un locataire encombrant qui refuse de partir. Je lui ai résisté pendant presque 3 ans.
Je gardais la radio allumée dans toutes les pièces. J'inventais des prétextes pour sortir, des courses que j'aurais pu rassembler, mais que j'émiettais volontairement sur la semaine pour avoir une raison de partir chaque jour. J'appelais des gens que je connaissais à peine suffisamment pour appeler, uniquement pour entendre une voix à l'autre bout du fil, uniquement pour déplacer l'absence. Ce n'était pas tenable. Et c'était, j'ai fini par le comprendre, une forme de lâcheté qui me coûtait quelque chose d'essentiel. Le tournant est venu lors d'une panne de courant un soir de février. La radio s'est tue, la télévision s'est éteinte. Le fond sonore persistant avec lequel je m'isolais de moi-même a disparu. Je me suis retrouvée assise dans le noir avec une bougie, et pendant les premières minutes, j'étais convaincue que j'allais perdre pied. Et puis non, la sensation s'est dissipée, comme les sensations se dissipent quand on cesse de lutter contre elles, et ce qui est resté était quelque chose que je ne saurais décrire qu'ainsi, ma propre compagnie. Clémentine, assise dans une pièce silencieuse, n'attendant rien, ne jouant pour personne, n'ayant besoin de rien de particulier pour les 10 minutes à venir. Ce n'était pas immédiatement agréable, mais c'était réel d'une façon que les journées remplies de bruit ne l'avaient pas été. Le 4e principe est celui que notre culture rend presque impossible à honorer, parce que notre culture a décidé que la solitude et la solitude-souffrance étaient synonymes, et que la solitude-souffrance était synonyme d'échec. Ce n'est pas vrai. La solitude est une compétence, elle s'apprend, et une fois apprise, elle ne devient pas quelque chose qu'on endure, mais quelque chose qu'on apprécie. La capacité d'être présente à soi-même, de trouver sa propre compagnie intérieure suffisante, de traverser un samedi silencieux sans que la qualité de ce silence dépende d'un appel téléphonique. Je me suis entraînée à cela comme je me suis entraînée à l'aquarelle. Mal au début, puis avec une compétence croissante, puis avec quelque chose qui ressemblait à du plaisir véritable. J'ai appris à lire pendant 2 heures sans ressentir l'envie de vérifier si quelqu'un avait besoin de moi. J'ai appris à marcher longuement sans commenter mentalement le trajet pour un auditoire imaginaire. J'ai appris à m'asseoir dans mon jardin au crépuscule et à trouver que le crépuscule seul suffisait. Cette capacité, être seul sans être diminué par la solitude, est devenue le sol sur lequel tout le reste que je vais vous dire a pu être construit. 5e principe. Construire la communauté qui sera vraiment là. Pendant 66 ans, je n'avais pas eu d'amis véritables. J'avais de la famille que j'avais toujours traitée comme suffisante. J'avais des connaissances, des voisins, le tissu social agréable mais superficiel d'une vie organisée autour d'un mari et d'enfants. Mais je n'avais pas de gens qui étaient à moi indépendamment, personne dont la présence dans ma vie reposait sur un choix mutuel, sur une affinité réelle, sur l'attention librement offerte qui ne peut pas être héritée ni rendue obligatoire. Quand Théobald est mort et que mes enfants ont pleinement investi leurs existences propres, j'ai découvert que j'avais, dans un sens social fondamental, presque rien. Pas d'infrastructure, pas de réseau de personnes qui remarqueraient, avec une inquiétude authentique plutôt qu'avec une obligation formelle, si je n'apparaissais pas quelque part où j'étais attendue. C'était la découverte la plus effrayante de cette période. Plus effrayante que le silence, plus effrayante que la reconnaissance de mes limites, parce qu'elle désignait un échec spécifique et corrigeable. J'avais passé 6 décennies à investir dans un seul type de lien, sans diversification, et quand cet investissement unique s'était fragilisé, je n'avais rien d'autre. J'ai commencé à construire quelque chose de nouveau à 66 ans. Je suis parti si petit que ça semblait presque dérisoire. Il y avait une femme prénommée Ursule
qui habitait à quelques maisons de chez moi et qui, depuis les 12 années que nous étions voisines, n'avait reçu de ma part qu'un signe de la main par la fenêtre de la voiture et peut-être quelques commentaires sur la météo. J'ai sonné à sa porte un matin de novembre, sans plan précis. Je lui ai dit que j'avais voulu lui parler depuis des années et que je me demandais si elle voudrait marcher jusqu'au café de la rue d'à côté. Elle a dit oui. Nous avons passé 2 heures dans ce café. Elle avait 64 ans, venait de prendre sa retraite après une carrière de traductrice littéraire, et elle était drôle d'une façon qui m'a prise complètement par surprise, précise, légèrement acerbe, avec un sens du grotesque que je n'avais pas rencontré depuis des années. Je n'avais pas ri comme ça depuis un temps que je ne savais plus mesurer. Nous avons commencé à marcher jusqu'au café chaque jeudi matin, puis certains lundis. Sa nièce vivait dans le quartier et se joignait parfois à nous. J'ai rencontré la nièce, qui connaissait quelqu'un qui organisait des soirées de lecture informelles dans l'arrière-salle d'une librairie, des rencontres autour de textes en prose, le premier vendredi du mois, avec du vin et sans programme rigide. J'y suis allée. J'avais peur la première fois. Je ne connaissais personne dans cette pièce. Je me suis présentée comme Clémentine, et quand quelqu'un m'a demandé ce que je lisais ou ce qui m'intéressait, j'ai répondu honnêtement au lieu de me réfugier dans le raccourci identitaire confortable de grand-mère et veuve. J'ai dit que je m'étais récemment passionnée pour l'histoire de la cartographie des vents et des courants marins, ce qui était vrai, parce que je lisais précisément à ce sujet depuis plusieurs semaines. Une femme prénommée Doriane, qui s'est révélée être historienne des sciences à la retraite, a dit que c'était une entrée fascinante, et est-ce qu'on pouvait continuer cette conversation? Nous l'avons continuée. Nous la continuons encore, 3 ans plus tard, dans la librairie, par message, lors de longues promenades qui me laissent avec l'impression d'être plus pleinement moi-même que presque n'importe quoi d'autre dans ma vie actuelle. La communauté que j'ai maintenant n'est pas grande, mais elle est réelle. Elle est faite de gens qui m'ont choisi et que j'ai choisi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sang, l'histoire commune ou l'obligation. Ursule, qui est devenue l'une des grandes amitiés de ma vie et qui m'a dit récemment, avec sa précision caractéristique, qu'elle me considérait comme sa fréquentation la plus stimulante et qu'elle le disait comme un compliment parce qu'elle avait des critères très élevés. Doriane et son mari Bertrand, qui m'ont intégrée à leur cercle d'une façon qui me semble généreuse, au-delà de ce que je mérite. Le petit groupe mouvant des soirées de la librairie, où je suis simplement Clémentine, qui pose des questions compliquées et qui apporte parfois un vin correct. Mes enfants connaissent cette vie. Méliande m'a dit quelque chose au printemps dernier que j'ai retourné souvent dans ma tête depuis. Elle m'a dit qu'elle avait passé longtemps après la mort de son père à s'inquiéter pour moi d'une façon diffuse et persistante. Pas assez pour modifier concrètement son comportement, elle a été honnête sur ce point, mais assez pour constituer un poids de fond dans ses journées. Elle a dit que ce poids avait disparu. Elle a dit que je semblais, elle a choisi ce mot avec soin, ancrée. Je l'étais. Il m'avait fallu plus de temps qu'il n'aurait dû. J'avais perdu des années à attendre que l'ancrage soit fourni par des gens qui m'aimaient, mais qui ne pouvaient pas porter ce poids sans s'abîmer et m'abîmer avec eux. Le 5e principe est simplement celui-ci. La communauté qui sera là pour vous en vieillissant n'est pas celle dans laquelle vous êtes né, c'est celle que vous construisez. Délibérément, maladroitement, une promenade vers un café un matin de novembre. L'investissement semble étrange au début, particulièrement pour celles d'entre nous qui ont été élevées dans la conviction que se faire des amis à l'âge adulte est soit inutile, soit légèrement indécent. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est vital. Votre famille vous aimera, la plupart d'entre eux.
de la façon dont ils en sont capables, et ces façons seront insuffisantes pour ce dont vous avez réellement besoin, parce que ce dont vous avez besoin est trop vaste, trop constant, trop divers pour être porté par un seul type de lien, aussi dévoué soit-il. Construisez la communauté. Commencez par une personne. Commencez par une promenade vers un café. Commencez n'importe où. Commencez, c'est tout. J'ai 79 ans et je ne suis pas, dans l'ensemble, malheureuse. Ce n'est pas une chose anodine, c'est en réalité un accomplissement considérable, non pas malgré avoir perdu les structures sur lesquelles je croyais m'appuyer, mais en partie à cause de cela. Les perdre m'a obligé à trouver ce qui était vraiment solide, et ce qui s'est révélé solide était quelque chose que je n'avais pas prévu, ma propre compagnie, ma propre compréhension claire de ce que je devais aux autres et de ce que je ne leur devais pas, ma propre communauté patiemment assemblée de gens choisis qui n'avaient rien à gagner à faire semblant de tenir à moi. Le monde ne vous dit rien de tout cela quand vous avez 58 ans, que vos enfants sont grands, que votre mari est encore vivant et que tout semble devoir continuer à peu près dans sa forme actuelle pour une durée indéfinie. Le monde vous laisse croire que le filet est là. Apprenez à tisser le vôtre, avant d'en avoir besoin.